Bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter Mme Cynthia Gagnon, qui est ergothérapeute et professeure-chercheur à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Elle est directrice du programme de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, le GRIM. Elle s'intéresse principalement à la dystrophie myotonique et à la SAC. Merci Nadine. Tout à l'heure, donc d'abord, je veux dire que c'est un atelier double, hein, pour ceux qui étaient peut-être moins au courant. Donc, il y a une première partie maintenant et une deuxième partie après la pause. Et après la pause, je vais vous présenter les deux infirmières qui ont concocté la présentation avec moi. Donc, Nadine Leclerc qui vient de me présenter et Aline Larouche qui va arriver un peu plus tard. Donc, c'est vraiment, dans le fond, la première partie va être plus théorique. Et la deuxième va être un petit peu plus, on voulait quand même avoir de la discussion dans la salle. Donc, on va essayer d'aller chercher votre opinion, vos constats, etc. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir des tables de discussion. Ce n'était pas possible, bon, pour une question de logistique, mais on va quand même essayer d'animer la discussion puis d'aller chercher vos constats et vos défis de prise en charge. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Si vous ne m'entendez pas bien, vous me le direz, je reprendrai le micro. Donc, comme je vous disais, dans la première demi-heure, on va faire une présentation générale du phénotype infantile et on va regarder le portrait de la réalisation des activités de la vie quotidienne. Par la suite, dans la deuxième partie, on va vraiment s'intéresser au portrait de la réalisation des rôles sociaux, qui, à mon avis, est vraiment le défi dans la forme infantile, dans la dystrophie myotonique, et le défi de sa prise en charge de manière optimale. Je dois dire qu'on va aborder brièvement l'enfant, mais on va aussi, et de manière plus particulière, aborder, dans le fond, le phénotype infantile, qu'est-ce qui devient rendu à l'âge adulte. Donc, vous allez avoir quand même une présentation chez l'enfant, mais il va quand même avoir plus de discussions au niveau, je dirais, là, chez l'adulte. Donc, comme vous le savez encore, peut-être, j'ai un petit bout. Alors, il y a 4 phénotypes dans la dystrophie myotonique. La forme congénitale qui est représentée ici, donc où les symptômes arrivent dès la naissance. Il va y avoir le phénotype adulte ici, le phénotype léger et le phénotype infantile. Le phénotype infantile, dans la communauté scientifique et dans la communauté clinique des praticiens, est assez récent. La première fois qu'on a défini ce phénotype-là, c'est en 91. Où on s'est intéressé aux critères diagnostiques qui étaient vraiment différents. Et quand on regarde, ce n'est pas une simple question de définir des phénotypes pour la pratique médicale. Quand on s'intéresse aux phénotypes, c'est vraiment des gens qui expriment la maladie avec les mêmes symptômes et une gravité, une intensité des atteintes qui est vraiment différente. Donc, d'un point de vue clinique, je pense que c'est aussi important d'avoir ces phénotypes-là et de connaître les caractéristiques associées à chacun des phénotypes parce qu'on va avoir un pronostic très différent en termes de participation sociale, de qualité de vie et du potentiel à long terme. Donc, c'est important de s'y intéresser aussi comme clinicien et d'en connaître les principales différences. Aujourd'hui, évidemment, on va se concentrer sur le phénotype infantile. Juste pour vous dire... je suis capable de reculer? Non, ça a l'air qu'il non, il ne recule pas. Il fait juste avancer. Mais dans le fond, le monsieur que vous avez vu avec le phénotype infantile avait 52 ans au moment de la photo. Donc, quand Dr Fortin disait que c'est un modèle de vieillissement prématuré, on aurait pu facilement penser que cette personne avait probablement 70-80 ans et non 52 ans. Les critères diagnostiques d'abord du phénotype infantile, on doit avoir un âge d'apparition des symptômes entre 1 et 10 ans. Ce n'est pas l'âge du diagnostic. Il faut bien comprendre parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est quand même relativement chanceux et au Québec, on a des équipes de cliniciens qui sont à l'affût. Mais je travaille beaucoup avec des équipes aux États-Unis et des associations de patients américaines et c'est ce qu'on va vraiment appeler l'errance diagnostique. Ils vont recevoir le diagnostic de dystrophie myotonique de forme infantile vers 22, 24 ans, 18 ans. Ils vont voir passer par 1 million de spécialistes différents. Ils vont voir penser qu'ils ont un trouble d'apprentissage, qu'ils ont un retard intellectuel, toutes sortes de diagnostics, un syndrome de Tourette, à peu près n'importe quoi. Et les parents continuent d'essayer d'aller chercher des services et malheureusement, ils n'ont pas accès et ils ne comprennent pas pourquoi leurs enfants ne fonctionnent pas normalement. Donc, c'est vraiment ce qu'on va appeler l'errance diagnostique. Donc, quand on questionne les parents sur l'âge des premiers symptômes, ça va être entre 1 et 10 ans qu'ils vont avoir observé quelque chose. Mais l'âge du diagnostic peut être très variable d'un endroit à l'autre.
Ce qu'on va voir, contrairement au phénotype congénital, où les problèmes vont arriver, même à la grossesse, on peut observer certaines problématiques, et dès la naissance, on va observer des problématiques majeures. Chez le phénotype infantile, souvent, ça va passer inaperçu. Si on ne sait pas que la personne, la mère ou le père a la dystrophie myotonique, on ne saura pas que l'enfant a un phénotype infantile, parce que l'histoire pré- ou périnatale va être sans histoire, sans particularité. Le développement va être normal dans la première année. Et là, c'est tranquillement pas vite qu'on va s'apercevoir que l'enfant a un petit quelque chose de différent. Il va avoir un degré, on va le voir de manière plus importante tout à l'heure, mais dans les critères diagnostiques, il peut avoir un degré variable de retard intellectuel, une hypotonie variable et une myotonie qui va vraiment se développer après la petite enfance. Au niveau de la transmission génétique, évidemment, c'est une maladie dominante. Donc, si l'enfant a le phénotype infantile, évidemment, un des deux parents est atteint. C'est un phénomène d'anticipation, c'est-à-dire que les symptômes vont arriver plus tôt et de façon plus sévère que chez le parent. Ce qui est important, c'est qu'il y a un taux de transmission égal par la mère ou le père. Donc, c'est entre 50 et 57 %. On n'a pas beaucoup d'études, là. J'ai refait encore la recension des écrits parce que je m'intéresse beaucoup et de plus en plus au phénotype infantile. Et je pense qu'on est autour de 42 articles en tout et pour tout sur le phénotype infantile. Donc, ce que je vous présente, c'est très succinct, mais c'est vraiment ce qu'il y a de disponible dans la littérature parce que, comme je vous disais, ça fait quand même pas très longtemps qu'on s'intéresse à ce phénotype-là. Et malheureusement, dans les études, souvent, il y a tellement peu de patients atteints de dystrophie myotonique qu'on mélange les phénotypes. Donc, on va évaluer des adultes, des infantiles, des légers, et même souvent des congénitaux, tous ensemble. Et malheureusement, bien, ça brouille le portrait. Ça ne nous permet pas de tirer de conclusions par rapport au phénotype. Il y a 31 %. Et ce qui est important ici, au niveau, en tout cas, pour les gens qui sont dans le fond, dans le conseil génétique ou qui sont dans la prévention, c'est que 31 % des mères et 23 % des pères qui ont transmis le phénotype infantile sont asymptomatiques ou peu atteints. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que la personne aura peu ou pas de symptômes et elle va donner naissance à un enfant avec une forme infantile. Donc, ce n'est pas seulement des adultes très atteints qui donnent naissance à des enfants qui ont une forme infantile. Et les enfants démontrent entre 260 et 1300 répétitions CTG. Et vous savez que la répétition CTG est associée en partie à la sévérité de la maladie, mais on voit là encore une grande variété dans le nombre de répétitions CTG et avec une moyenne entre 940 et 970 répétitions. Maintenant, la présentation clinique. Encore là, ce que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, et j'ai vraiment fait un effort assez complet, je pense, c'est surtout chez l'enfant. Donc, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous présenter de portrait, qu'est-ce qu'ils deviennent à l'âge adulte. On va vous en présenter un peu, ce qu'on a fait au groupe. Mais il n'y a pas d'article sur, spécifique chez la personne atteinte du phénotype infantile, le pourcentage de troubles cardiaques, par exemple, chez l'adulte. Il y a très peu de données de cette nature-là. Donc, on va se concentrer principalement dans l'enfance pour cette portion de la présentation. Donc, de 1 à 6 ans, la principale équipe qui s'est intéressée, c'est l'équipe du docteur Dodie Smilders. Et ce qu'ils ont dénoté, écoutez, c'est une vingtaine de cas. Encore, je vais vous mettre en garde. C'est une présentation qui a été corroborée par les cliniciens avec qui je travaille, mais qui demeure essentiellement très succincte. Mais c'est ce que je peux vous présenter aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problématique majeure entre 1 et 6 ans. Par contre, il y a 50 %, si on évalue de façon un peu plus formelle, il y en a quand même 50 % qui vont avoir des atteintes motrices légères. Mais on ne parlera pas, ils vont être capables de courir, ils vont être capables de monter les escaliers, ils vont être capables de faire la majorité des enfants de leur âge. C'est juste que ça ne sera pas la superstar du programme de basketball. Mais elle va avoir quand même un fonctionnement relativement normal de 1 à 6 ans. À cet âge-là, on ne voit pas d'évidence clinique de retard intellectuel. Mais par contre, c'est une évidence clinique. On ne l'a pas mesuré de façon formelle. Il n'y a pas d'études qui regardent entre 1 et 6 ans. Si on faisait des tests formels, est-ce que vraiment on voyait? Mais ils ne dénotaient pas à la clinique de retard marqué. Vous allez voir que ça va changer, par contre, avec l'évolution. Et la communication est affectée par une articulation pauvre, déjà entre 1 et 6 ans, dans près de 75 % des cas. Quand on passe à l'enfance et l'adolescence, donc de 7 à 18 ans, encore là, une série de patients de 20, c'est ce qu'on a comme données. Je vais vous montrer un peu d'autres études. On voit 80 % des jeunes vont démontrer une fatigue chronique et de l'épuisement suite à un exercice physique. Ils vont avoir de la difficulté à terminer leurs travaux. Et là, ce qui m'a étonné beaucoup,
c'est le 10 d'initiative réduite. Et là, mes cliniciens disaient non, 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 non. Ils ont une initiative réduite beaucoup plus. Mais encore là, c'est des observations cliniques. Donc, quand le médecin ou le neurologue a regardé, est-ce qu'il a vraiment évalué de façon formelle la capacité d'initiative? Et là, si vous vous remettez dans le contexte, qu'il a demandé à la mère atteinte du phénotype adulte, apathique, légèrement hypersomnolente, est-ce que votre enfant manque d'initiative? Si elle fait son comparatif à elle, elle va dire non, ça va super bien. Donc, il faut tout prendre en considération ces choses-là. Je pense que si on faisait une étude formelle, effectivement, on aurait probablement plus d'initiatives réduites. Quand on parle aux professeurs, quand on parle aux intervenants, ils vont nous dire que non, ce n'est pas les enfants les plus volontaires ou qui vont être en avant les premiers. Il y a une hypersomnolence diurne dans 20 %. Vous allez voir que ce taux-là est beaucoup plus important quand on l'évalue de façon formelle. De là, encore là, la nécessité de l'évaluer de façon formelle et pas juste de questionner, dans le fond, le parent, simplement, est-ce qu'il dort trop? La dysphagie dans 25 % des cas, des problèmes de dysphagie, et 70 % de myotonie. Il y avait 80 % qui avaient vraiment une dysarthrie légère. Et elle notait qu'il y avait quelques adolescents qui avaient une faiblesse plus importante avec des chutes fréquentes. Donc, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a peut-être une sonnette d'alarme. On ne les évalue pas beaucoup. On pense que leur force musculaire, bon, ils fonctionnent. Mais est-ce qu'ils fonctionnent vraiment si on les suivait de manière régulière et faire des évaluations formelles? Peut-être qu'on aurait des surprises. Moi, c'est toujours ça. Ces cas-là, c'est que je me dis, c'est pas la norme, mais ça peut nous allumer une sonnette clinique de dire, bien, peut-être qu'il faudrait les évaluer de façon plus formelle. Et il y avait un sujet qui utilisait des fauteuils roulants pour longue distance. Maintenant, je m'excuse, je n'ai pas fait la traduction parce que, bon, je vais la faire de façon plus verbale, mais ce que Dodie Smilder expliquait, puis ça fait longtemps qu'elle suit des patients avec ces phénotypes-là, c'est qu'elle dit le principal problème qui est expérimenté par les parents qui ont des enfants atteints, c'est la difficulté combinée des troubles d'apprentissage, de la fatigue et de toutes les complaintes somatiques de douleur, d'hypersomnolence, la constipation, etc. Donc, tout ça, ce portrait-là très mixte, est beaucoup plus difficile que l'atteinte motrice elle-même, que l'atteinte musculaire. C'est pas ça qui est le principal problème des parents qui vivent avec un enfant atteint du phénotype infantile. Donc, et c'est surtout le contact très restreint avec leur père. Ils vivent des vies isolées, ils ont peu d'amis. Vous avez vu le faciès du monsieur de 52 ans, mais ils ont déjà un faciès très atypique à l'adolescence. Donc, c'est pas facile de se faire des amis. Et ils ont déjà un patron de communication pauvre et sont apathiques. Donc, il n'y a pas de condition gagnante pour se faire des amis. Et c'est ça que les parents nous rapportent qui est le plus difficile. Maintenant, le profil à l'âge adulte, bien, je vous le dis, il n'y a aucune étude. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que vos patients deviennent, si vous voulez répondre à la question « Et comment je m'y suis intéressée », c'est parti comme ça. C'est une association américaine qui m'a contactée, ça faisait longtemps que je travaillais avec eux. Ils m'ont dit « Écoute, Cynthia, tu as beaucoup de patients atteints de dystrophie. Qu'est-ce qu'ils deviennent à l'âge adulte? » Mes parents qui ramassent de l'argent, qui collectent des fonds, qui ont des enfants atteints de DM infantile, c'est une grosse association aux États-Unis, ils m'ont demandé « Qu'est-ce qu'ils deviennent? » Puis elle dit « Écoute, je ne suis pas capable de leur répondre. » Fait que je dis, écoute, je vais faire une recension des écrits. Je ne me suis jamais intéressée, mais écoute, je vais te trouver quelque chose. Bien, j'ai tellement trouvé rien que là, je vais vous présenter ce qu'on a fait parce que comme Luc, ce matin, souffrait d'anxiété pour sa présentation, moi, j'ai souffert d'anxiété parce que je m'étais donné 2 mois avant pour répondre. Finalement, j'ai quasiment travaillé nuit et jour pendant 2 mois pour être capable de leur apporter une réponse qui voulait dire quelque chose pour des parents. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie pour l'avenir pour cet enfant-là? Comment je vais faire? Est-ce qu'il va être assez autonome? Donc, on va parler des facteurs personnels chez l'enfant, plus précisément. Donc, il y a des atteintes multisystémiques, c'est vrai chez l'adulte, c'est vrai chez le phénotype infantile, beaucoup moins documenté. Ce qu'on sait qui est important, chez le phénotype infantile, et là j'aurais dû le mettre en gras qui flash, il y a des problèmes cardiaques et il y a des morts subites, même chez le phénotype infantile. Donc, il y a encore là des discussions au niveau international à savoir est-ce qu'on devrait être plus agressif dans le diagnostic plus tôt pour s'assurer qu'on fait suivre les ECG et qu'on est capable de prévenir ces morts subites-là dans l'ADM infantile. Il n'y a pas tant de prévalence, mais il y a des cas qui sont documentés de morts subites, même chez le phénotype infantile, à l'adolescence. Il y a des présences de symptômes digestifs importants. Les parents ont beaucoup de problématiques, diarrhée, constipation. Il y a des présences de troubles du système endocrinien qui sont similaires à ceux chez l'adulte. Et l'âge au décès, la seule étude vient de notre région et dénotait un âge au décès de 44 ans. Elle date de 99. Là, on a demandé au docteur Mathieu, dans le fond, de refaire ses devoirs et d'aller voir si effectivement on a un âge au décès plus tard. On va avoir les réponses un peu plus tard, mais on se demandait effectivement
si l'espérance de vie avait augmenté avec certains traitements comme la prévention cardiaque, mais on n'en est pas sûr. Dans une étude de Ekstrom, et de Stier, quand ils ont mesuré de façon formelle avec des questionnaires ou des tests standardisés, il y avait 81% des gens qui présentaient soit de la fatigue ou de la somnolence. Et ce qu'ils disaient, c'était très difficile de départager les deux. Ça reste encore difficile, c'est difficile chez l'adulte. Est-ce qu'ils sont fatigués ou ils s'endorment? Des fois, c'est difficile de faire la différence, surtout chez des gens qui ont des problèmes au niveau de la compréhension. Donc, il y a quand même une forte prévalence. Il y a 38% qui vont présenter lors du sommeil des mouvements périodiques des membres et 29% vont présenter une apnée du sommeil. Donc, encore là, c'était chez l'adolescent et c'est vraiment une problématique importante. Au niveau des problèmes oculaires, il y a une seule étude, mais ce qui était quand même important, chez les enfants, il y a une hypermétropie et un astigmatisme qui est supérieur. La prévalence est supérieure à la population en général. De là, l'importance d'aller passer des tests visuels réguliers parce que c'est une maladie évolutive aussi. Donc, au niveau de l'évolution oculaire, ils ne savaient pas si c'était présent ou absent ou si, à un moment donné, à quelle vitesse ça apparaissait, mais ils recommandaient quand même une évaluation régulière. Et il y a les premiers écrits nous disaient que les cataractes arrivaient beaucoup plus tard. Mais quand c'est évalué de manière formelle, on va voir une présence de début d'opacité même avant 10 ans chez certains enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir des cataractes très jeunes, mais le processus oculaire de la cataracte est déjà en place, est déjà là. Il va être probablement très, très lent, mais il va quand même être présent à ce moment-là. Au niveau du fonctionnement moteur, avant 18 ans, le développement moteur est généralement suffisant pour participer à la réalisation des rôles sociaux, sauf peut-être le travail et les loisirs. C'est une revue d'Eschênes en 2007 qui a revu plusieurs patients et qui a regardé, dans le fond, leur portrait au niveau de l'adolescence, qu'est-ce qui était présent, et c'était sa conclusion. Il disait, c'est pas le problème moteur qui est majeur, c'est vraiment les problèmes au niveau du fonctionnement cognitif et social. Et le langage est souvent affecté, mais demeure quand même compréhensible avant 18 ans. Je veux juste vous montrer quelque chose d'intéressant. Tantôt, je vous disais, écoutez, tu sais, on dit que la force est normale, il n'y a pas de problème parce qu'il court, puis il ne court pas si pire. Mais il y a une étude par Ekstrom qui a fait la plupart des études, et dans le fond, ce qu'ils ont bien démontré chez un petit groupe de sujets, que l'ensemble des groupes musculaires, autant aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs, il y avait une diminution. Ici, on voit les congénitaux. Ici, on voit le phénotype infantile. Et dans la grande majorité, donc, il y avait une différence significative entre les deux phénotypes. Et ils avaient des valeurs inférieures pour la majorité. Le phénotype infantile avait des valeurs inférieures aux mesures de force que les contrôles normaux du même âge. Donc, on avait des enfants du même âge et on comparait. Et il y avait vraiment une différence significative aussi. Donc, ils n'ont pas une force musculaire normale. Ils ont déjà un processus. Mais je discutais avec des gens hier, puis je me demandais, mais comme il y a une force résiduelle, puis ils sont encore en processus, est-ce qu'on pourrait penser qu'on pourrait les entraîner pendant cette période-là pour qu'ils conservent une force? Donc, quand le processus s'enclenche vraiment, ils en perdent moins vite, puis qu'il y ait une force de réserve, dans le fond, qu'ils développent encore une certaine portion de leur force musculaire. Donc, mais on n'avait pas la réponse, mais on se disait que ça pourrait être intéressant. Ils ont aussi regardé, dans le fond, une mesure très globale de fonctionnement moteur qu'on ne connaît pas ici, mais qui a de l'air assez général, donc courir, monter des escaliers, etc. Et ce qu'on voyait encore là, donc, c'est la dernière diapo qui est intéressante. Ici, on a dans le fond le phénotype infantile et ici, on a les normaux. Et ce qu'on voit, c'est une échelle de 0 à 40 et 40 étant un fonctionnement normal, optimal, moteur. Ce qu'on voit, c'est que nos normaux sont tous autour de 40, mais nos infantiles ne sont pas, franchement, ils sont plus bas, mais ils fonctionnent en bas des normaux, mais sont encore dans un range. Ce qu'elle disait, c'est qu'en haut de 30, quand même, on ne s'inquiète pas comme clinicien. Mais ce que ça veut dire, par contre, c'est que quand même, systématiquement, tous ces enfants-là n'ont pas une performance optimale au niveau de la fonction motrice. Et malheureusement, en tout cas, dans notre expérience, c'est qu'ils sont très peu stimulés, nous, très peu référés aux services de physiothérapie ou d'ergothérapie. Fait qu'est-ce que c'est vraiment l'effet de la maladie?
l'effet qu'il manque de stimulation, parce qu'on sait aussi que c'est des milieux qui sont souvent, malheureusement, très peu stimulants en regard du milieu social. Est-ce qu'ils ont accès aux mêmes activités physiques? Est-ce qu'ils ont accès aux mêmes sports? Est-ce qu'ils ont accès? Est-ce qu'ils sont assis devant la télé toute la journée ou vont vraiment faire du vélo, de la bicyclette, du sport, etc.? Donc, il faut quand même se poser la question. Il y a peut-être un potentiel ici au niveau de la réadaptation qui pourrait être exploité parce qu'ils ne fonctionnent pas comme des enfants normaux. Les enfants normaux fonctionnent à 40. Donc, c'est pas nécessairement inquiétant parce qu'ils vont quand même fonctionner, mais ils ne fonctionnent pas de la façon la plus optimale possible. Au niveau des comportements, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait un déficit. Il y avait 42 je vais en parler tantôt, mais dans notre échantillon, il y avait 42 qui avaient un historique de déficit d'attention. Dans la littérature, c'est autour de 33 Il y a des troubles anxieux dans 25 des cas, dans des petits échantillons encore là. Je ne vous dis pas, ce n'est pas des grandes populations, mais on en trouvait quand même 25 83 de présence d'hypersomnolence, je n'ai parlé tout à l'heure. Des habiletés d'abstraction et de flexibilité mentale limitées, un affect plat, un manque d'initiative, de l'immaturité et même de la fabulation. Donc, ils vont raconter certaines histoires pour s'en sortir qui ne sont pas nécessairement proches de la vérité. Au niveau du profil cognitif, ce qu'on voit, je vais passer cette acétate-là, mais je vais juste vous présenter celle-là. Donc, dans le fond, dans les atteintes cognitives, encore là, très peu d'études, mais quand même 3. En 97, on avait 16 enfants. On avait une moyenne de 79, avec un écart entre 62 et 95. Donc, quand même beaucoup de variabilité dans la moyenne au QI verbal et performance. Dans le fond, ce qu'on appelle le moteur ou le verbal. Et il n'y avait pas de dissociation. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de dissociation, c'est un profil qui est plus près de la déficience intellectuelle. Okay? Donc, c'était quand même important parce que, bon, on disait, OK, ça ressemblerait, dans le fond, à notre phénotype congénital. En 2000, la même équipe a refait une étude auprès de 24 enfants et on avait une moyenne de 72, donc assez similaire. Mais là, encore là, on descend encore, donc entre 50 et 97 de moyenne. Malheureusement, ce que les auteurs ne disent pas, et je ne pense pas que ce soit le même échantillon, on ne savait pas si c'était les mesures, dans le fond, des enfants de 97, si c'était les mêmes mesures auprès des mêmes enfants ou si c'était des enfants différents. Mais comme ils n'ont pas publié de données longitudinales, on peut penser que c'est quand même des enfants différents. Et Anguillard, en 2006, a évalué 40 enfants avec une moyenne de 68 et, dans le fond, un écart entre 46 et 93. Donc, c'est extrêmement important. Puis, je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, comme moi, ceux qui ne travaillent pas souvent avec les retards intellectuels, la limite normale est à 80. La limite inférieure est entre 70 et 85. Donc, on va appeler ça une intelligence limite. Le retard mental léger est entre 55 et 70. Donc, on voit que notre zone, ce qu'on a vu là, c'est probablement que la majorité sont dans un retard mental léger ou limite. Donc, on a vraiment une intelligence qui est borderline et qui on va voir, probablement apporter d'autres problématiques. Ce qu'ils ont, par contre, eux, fait ressortir qui était différent, c'est qu'il y a vraiment une dissociation entre les performances verbales et les performances motrices chez les enfants avec un QI normal. Donc, chez ceux qui avaient un phénotype infantile avec un QI normal, dans la norme, dans le fond, il y avait une dissociation de performance et ceux qui avaient un score plus bas avaient reçu, dans le fond, le gène par leur mère. Donc, c'est leur mère qui avait donné le gène de la dystrophie et était vraiment corrélé avec le niveau de QI. Donc, ceux qui avaient les taux les plus faibles étaient systématiquement venant de la transmission de la mère. Mais ce n'est pas relié au nombre de CTG. Donc, la mère pouvait avoir très peu de CTG, mais donner quand même un phénotype infantile avec un profil cognitif, profil de quotient intellectuel plus bas. Donc, c'est quand même important, ce n'est pas le CTG, mais c'est le mode de transmission. Demandez-moi pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais maintenant, dans le fond, on va passer à l'âge adulte. Donc, à l'âge adulte, la première question qu'on s'est posée, qui a enclenché le reste de l'étude, dans le fond, c'est qu'être un parent d'un enfant atteint du phénotype infantile, d'abord, je vous ai exprimé qu'il pouvait y avoir plusieurs questions de la part du parent, qu'on a de la misère ou qu'on a de la difficulté à répondre. Eux, ce qu'ils nous rapportent, c'est qu'ils ont de la difficulté à gérer un enfant qui démontre de l'apathie, une diminution de l'initiative, de l'hypersomnolence, des difficultés scolaires, des relations interpersonnelles conflictuelles et une immaturité au niveau du comportement. On a une absence d'information.
on a une mère ou un père avec le phénotype adulte qui lui-même a des problèmes souvent à gérer sa propre vie de manière, je dirais, efficace. Et malheureusement, ce qu'on voit un peu partout, c'est la transition entre la pédiatrie et l'adulte. À l'adulte, généralement, on vous fait un coucou de la main, puis on vous dit, écoutez, si vous avez des besoins, rappelez-nous. Mais le problème avec le phénotype infantile, puis on va vraiment le voir, c'est qu'ils n'ont pas la capacité, probablement, de voir qu'ils ont des problèmes. Mais ça ne les empêche pas de se retrouver dans le trouble très souvent. Et vous allez le voir tout au long de la présentation. Donc, je pense qu'il y a vraiment un aspect important dans le suivi à long terme de cette clientèle-là. Et là, je vous parle au Québec, encore là, je vous dis, on est très bien organisé. Quand j'arrive aux États-Unis et que je parle avec des gens qui font partie d'associations, les mères sont mises en prison. Les enfants sont... Les mères avec soit le phénotype infantile sont mis en prison. Ils ne comprennent pas qu'ils ont une maladie et qu'il faut qu'ils leur donnent des services. Il y a des histoires d'horreur et des maisons dans le fond du bois où il y avait 4 enfants. C'est un état de déchéance totale. On se retrouverait là... c'est aberrant ce qu'on entend. Et les gens, le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ont la maladie. Ou s'ils le savent, personne ne connaît ça, donc ils sont traités comme des criminels. Ou comme parce que physiquement, c'est pas si évident que ça qu'ils sont malades ou qu'ils ont une maladie qui peut provoquer ou qui peut expliquer en partie ces comportements-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, on avait effectivement une relative absence d'informations provenant des écrits scientifiques sur le devenir à long terme de ces clientèles-là. Donc, quand j'ai donné ma conférence, et là, on l'a refait l'été passé avec une étudiante, on est parti de la revue de dossier. Donc, on avait 44 adultes qui avaient le phénotype infantile, et on est retourné dans tous les dossiers de la clinique, et on s'est fait une grille d'extraction pour dire, OK, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jeunes-là? Qu'est-ce que je peux sortir du dossier pour me donner une indication de leur devenir à long terme au niveau de leur activité courante et de leurs rôles sociaux? L'étude, malheureusement, qu'on avait faite, c'était surtout sur les rôles sociaux, donc je vais avoir très peu de choses à vous dire sur les activités courantes, donc être capable de se faire à manger, de faire son lavage, etc. Mais j'en ai beaucoup sur les rôles sociaux et c'est principalement pour ça qu'on va discuter de ça cet après-midi. Et on a inclus aussi les résultats des recherches précédentes et l'expertise clinique. Donc, notre grille d'extraction, dans le fond, c'est qu'on avait une étudiante qui ramassait toutes les données et on avait l'infirmière clinicienne, le neurologue, moi qui étais chercheur et l'étudiante qui avait fait l'extraction et on s'entendait sur une cote globale. C'était très simple, là, c'était, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème s'il y a des services, ou même s'il y a des services, il y a des problèmes, ou le patient refuse les services. Donc, c'est des cotes, mais on s'est vraiment validé, on l'a refait plusieurs fois avant d'arriver à une cotation. Et c'est ce qu'on peut faire de mieux quand on revoit des dossiers, parce que souvent, il y a une absence d'outils standardisés, il y a une absence d'évaluation formelle. Donc, on y va comme ça, mais ça nous donnait une indication pour poursuivre. Donc, la revue de dossier, on avait 43 % d'hommes, 56 % de femmes. On avait un âge moyen entre environ 31 ans. On avait, dans le fond, des gens entre 11 et 51 ans. Seulement 3 cas de moins de 18 ans, mais je les ai enlevés pour aujourd'hui. Donc, on a juste des cas adultes. 54 % avaient une faiblesse distale modérée sévère et 34 % avaient une faiblesse distale modérée sévère avec faiblesse proximale. Donc, sur l'échelle de la MIRS, un 4 ou un 5 rendu à l'âge adulte. Donc, peut-être qu'on dit qu'il y a une force normale à l'âge durant l'enfance, mais cette faiblesse-là apparaît de manière plus importante et il y a une progression, dans le fond, similaire avec le phénotype adulte. Mais par contre, ce qu'on a comme impression clinique, c'est que la majorité aurait quand même la capacité d'accomplir la plupart de leurs rôles sociaux. Il y aurait quand même une forte proportion qui aurait été capable d'habiter de manière autonome, de peut-être faire certains travaux, d'avoir des relations sociales normales, mais c'est pas ça qui arrive. Et le suivi clinique moyen, ça faisait 17 ans qu'on les avait à la clinique des maladies neuromusculaires, parce qu'on est une clinique neuromusculaire pédiatrique et adulte. Donc, on avait les dossiers depuis le diagnostic. Donc, je vais passer la réalisation des activités courantes. On prend une pause de 5 minutes et par la suite, on va aux rôles sociaux parce qu'on a la petite pause. Donc, je vous présente quelques acétates et par la suite, on va à la pause. Donc, les activités courantes, dans le fond, c'est la capacité de se faire à manger, la capacité de s'habiller, la capacité de transférer au bain, de se déplacer dans sa maison, l'habitation, de vivre de façon autonome, faire son lavage, son ménage, son repassage, etc. et la communication. Et dans les activités courantes, la seule information qu'on avait dans les dossiers, on n'en avait aucune dans la littérature scientifique, c'est qu'avant 18 ans, les parents décrivent souvent des difficultés à faire participer leurs enfants aux tâches ménagères,
Mais ça, bon, on pourrait tous le dire de nos enfants de moins de 18 ans, là, c'est pas particulièrement inquiétant. Mais bon. Mais après 18 ans, ce qu'on peut voir ici, c'est que, et quand j'ai marqué dossier 2008, donc dans le fond, ils ont été refaits en 2010, mais 2011. Mais dans le fond, 38 demeurent toujours avec leurs parents, 25 demeurent avec un conjoint ou un ami, ça va bien. Bien, ça va pas bien, c'est que 38 demeurent toujours avec leurs parents. Donc, il y en a 40 qui ne seront pas capables de faire une vie autonome. Il y en a 25 qui demeurent avec un conjoint ou un ami, ont une relation stable, ça va quand même relativement bien. 2 demeurent seuls, donc une personne finalement dans l'étude. 11 ont une situation domiciliaire instable. Et ça, quand on donnait cette cote-là, c'était vraiment parce que dans le dossier et à la consultation des infirmières pivots et du neurologue, c'est pas instable un petit peu, là. C'est pas comme à Montréal où tu changes d'appartement toutes les années parce que ça te tente, parce que c'est comme une espèce de mode où tout le monde déménage, là. Tu as perdu ton logement, tu n'as plus le moyen de payer ton logement, tu t'es fait mettre dehors de ton logement pour insalubrité. Tu as décidé de changer de logement, mais finalement, tu es arrivé puis tu n'en as pas trouvé, puis là, tu es dans. C'est toutes sortes d'histoires, là, que c'est pas parce que ça te tentait de changer, là. C'est pas parce que tu n'aimais pas ton voisin, là. C'est vraiment des situations instables. Et 20 demeurent dans une résidence ou une famille d'accueil. Donc, quand on voit, là, il y a seulement à peu près le quart de notre échantillon qui fonctionne vraiment de manière optimale à l'âge adulte. Donc, il faut vraiment se questionner sur notre suivi au niveau des maladies, dans le fond, de notre suivi à l'âge adulte. Les parents, les conjoints, de manière plus qualitative, rapportaient des difficultés à les impliquer dans les tâches domestiques. OK? Donc, quand ça fonctionnait, quand ils restaient avec leurs parents ou avec un conjoint, c'était souvent le conjoint qui avait à la charge ces choses-là. Et ils essaient souvent de vivre de manière autonome et ils éprouvent des difficultés à effectuer la gestion de leur budget, à préparer les repas ou à faire les tâches domestiques. Et il y a plusieurs cas de maisons insalubres à travers le temps. Et ça, bien, malgré ou contre, parce que quand on parle avec les infirmières, souvent ils refusent les services. Mais même si on a des services d'aide à domicile, souvent ils vont les refuser. Mais quand on va aller faire les visites à domicile, on se dirait qu'ils auraient vraiment dû les accepter. Mais bon, ils ne le perçoivent pas nécessairement de cette façon-là. Donc, c'est un peu, malheureusement, ce qui résume. Alors là, c'est vraiment, en tout cas, un intérêt du GRIM d'aller vraiment vers une recherche pour aller documenter ces aspects-là des activités courantes. Et je vous laisse un beau 5 minutes et on va parler des rôles sociaux. Là, on a plein de choses à dire. Comme je disais tout à l'heure, pour la deuxième partie, je me suis adjointe 2 personnes qui connaissent beaucoup plus le phénotype infantile en vrai que moi. Moi, je le connais dans les livres, puis avoir les patients passés. Mais ils ont vraiment un contact privilégié avec la clinique, donc j'aimerais vous les présenter. Alors, Nadine Leclerc, qui est infirmière pivot, et Aline Larouche, qui est infirmière pivot aussi, donc je travaille avec eux quotidiennement. Et je leur ai demandé, dans le fond, de venir me supporter dans l'application pratique de ce que je vais dire. Donc, il va y avoir une petite portion, je vous présente les résultats. Par la suite, dans le fond, ils vont vous présenter un cas, puis on va discuter rapidement. On a 10 minutes à peu près par chose. On va essayer de le respecter pour discuter de qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous vivez dans vos milieux, est-ce que c'est la même chose qu'on voit un peu partout. Donc, les rôles sociaux. Donc, on va d'abord travailler sur les relations interpersonnelles et les responsabilités. C'est les 2 premiers thèmes. Ce qu'on voit, c'est qu'avant 18 ans, il y a déjà des difficultés avec les interactions sociales. On a des personnalités effacées, de l'isolement, du retrait. Après 18 ans, ce qu'on a trouvé dans notre recension des écrits, c'est qu'il y avait à peu près 38 des gens qui avaient une historique d'amitié adéquate. C'est-à-dire qu'on trouvait qu'il y avait des amis, le neurologue, les infirmières, tout le monde autour disait « oui, ça va bien, c'est assez normal ». 13 une historique d'amitié inadéquate. Donc là, c'est vraiment quand on relatait des amitiés à très court terme avec de l'abus financier, toutes sortes d'abus possibles, des gens bon, qui, à un moment donné, n'avaient jamais pris de drogue et là se mettaient à consommer de la drogue suite à une amitié. C'était vraiment des amitiés vraiment très pauvres et très éphémères. Et quand, dans le fond, souvent, le chèque de paye, le chèque de bien-être était épuisé, ils perdaient leurs amis. Bon, je vous donne un peu le portrait, là, c'est l'idée de l'amitié inadéquate. Et 11 était une historique d'absence de lien d'amitié. Donc, des gens très, très isolés socialement. Au niveau des relations interpersonnelles, dans le fond, et c'est là que Nadine va vous illustrer le cas, mais on voit qu'autour de l'adolescence, la sexualité devient un sujet important d'aborder avec les jeunes. Puis notre revue de dossier était assez explicite, mais décrit les garçons comme moins actifs et qui utilisent plus de précautions. Et on va parler tantôt des mères. Au niveau des responsabilités maintenant, 18 prennent leurs responsabilités adéquatement,
45% les prennent relativement adéquatement, mais avec de l'aide soutenue et constante. Et 34% ont une historique d'être incapables d'assumer leurs responsabilités. Plusieurs sont placés sous curatelle ou sous tutelle. Il y a des difficultés majeures avec la gestion du budget. Et dans l'étude des chaînes, où il y avait, dans le fond, plus de suivi psychiatrique, on parlait vraiment d'un désordre de conduite dans 40% des cas. C'est-à-dire, si je vous résume ça, il y a plusieurs critères, mais c'est la notion de toujours se mettre dans le trouble pour enfreindre la loi, mais pas de manière, je veux dire, ils ne vont pas aller faire des crimes majeurs, mais toujours des petits délits, et ils se retrouvent, dans le fond, avec un casier judiciaire ou avec des problématiques. Les responsabilités parentales, seulement 11% avaient des enfants, donc un adulte avec un phénotype infantile qui a un enfant, et c'était des femmes qui avaient les enfants. Elles sont à risque de donner naissance à un enfant avec la forme congénitale, et plusieurs femmes ont un mauvais choix de partenaire dans ces cas-là, et il y a des habiletés parentales pauvres. Alors, je laisse la parole à Nadine pour, je dirais, illustrer le tout. Donc, nous, concrètement, ce qu'on observe à la clinique, c'est que vraiment une pauvre qualité au niveau des relations interpersonnelles. Donc, on le constate à chaque jour avec notre clientèle de dystrophie myotonique infantile. Les personnes atteintes ont souvent de mauvaises fréquentations, comme tu le disais tout à l'heure. Elles ont peu ou pas de réseau social. Puis les relations de couple sont souvent très instables. Donc, beaucoup de chicanes de couple, de séparation. On se rend compte aussi qu'il est important d'assurer une éducation sexuelle chez les jeunes, d'informer sur les ITS, d'assurer un counseling génétique également, de l'information sur les méthodes contraceptives et de tenter le plus qu'on peut de prévenir les grossesses à risque. Je vais vous parler d'une situation concrète que je vis actuellement avec une jeune femme de 31 ans qui est atteinte de dystrophie myotonique, la forme infantile, qui est enceinte de 8 semaines. Donc, elle a cessé l'année dernière de prendre sa médication, sa contraception, parce qu'elle voulait absolument avoir un bébé. Donc, on a essayé depuis longtemps à tenter de continuer sa contraception, mais elle a cessé par elle-même l'année passée. Donc, elle présente vraiment une diminution importante du jugement. Elle est très immature, elle est incapable de prendre des responsabilités. Elle a un conjoint qui semble quand même adéquat, mais elle est complètement dépendante de celui-ci. Donc, on a fait l'enseignement au couple. On a parlé des tests, du test prénatal. Même après avoir rencontré le médecin, la travailleuse sociale, la conseillère en génétique et moi-même, elle refuse catégoriquement de passer le test prénatal. Par contre, son conjoint, lui, il refuse d'avoir un enfant qui est atteint de la dystrophie myotonique. Puis si, au moment de la naissance, si l'enfant est atteint, bien, il dit qu'il la quitterait. Donc là, on voit que la dynamique de couple, là, il y a une problématique déjà. Comme intervention, ce qu'on a fait, c'est vraiment de l'enseignement. On l'a référé au CLSC, déjà suivi par une travailleuse sociale qui est parmi nous. Donc, elle a été inscrite au service de périnatalité du CLSC. Une infirmière, une travailleuse sociale va la suivre régulièrement. Elle bénéficie du programme OLO. Aussi, on va faire une déclaration au niveau du centre jeunesse pour voir qui évalue la capacité parentale, mais on sait qu'elle n'est pas en mesure de prendre soin d'un bébé. De mon côté, j'assure du support, je fais de l'enseignement au couple, elle est suivie en gynécologie. Je m'assure que la travailleuse sociale aussi intervienne au niveau des problématiques de couple. Ensuite, mais en tant qu'infirmière pivot, c'est vrai que j'ai un rôle de premier plan à jouer, mais je trouve ça pas évident et parfois même très difficile de suivre ce genre de clientèle-là avec cette problématique, parce que c'est sûr que ça nous confronte beaucoup au niveau de nos valeurs personnelles, mais en tout cas, j'essaie de faire quand même qu'est-ce que je peux. Donc, moi, je vous demande, de votre côté, dans votre milieu, est-ce que vous vivez ça? Qu'est-ce que vous faites comme intervention? Parce qu'il y a vraiment une clientèle là, qui présente vraiment des problématiques au niveau interpersonnel et que c'est vraiment pas toujours évident. Oui, parce que Nadine me disait, c'est que dès que les services du CRDI sont en place, ceux qui réussissent le mieux, puis vous allez le voir dans d'autres aspects, c'est ceux qui ont reçu les services du CRDI, parce qu'il y a des éducateurs, il y a du travail à domicile, il y a de l'encadrement, il y a des ateliers protégés. On doit compléter pour cette portion-là pour que je vous présente le reste. Alors, on revient à notre... Ce qui était intéressant que je pouvais vous donner comme piste que j'ai essayé de trouver, c'est que quand Anguillard, en 2006, a évalué les enfants, l'étude de 40, malheureusement, j'ai oublié de mettre ma petite référence, elle suggérait que les aptitudes visuo-spatiales et les difficultés spécifiques de l'apprentissage de lecture pouvaient être en cause. Donc, il y a vraiment une problématique. Même chez les enfants qui avaient une intelligence normale, il y avait vraiment un déficit au niveau visuo-spatial et dans certaines difficultés d'apprentissage de la lecture.
Et c'était présent chez 63 à 80 des cas, avec ou sans retard intellectuel associé. Et ce qui est donné comme piste, la seule chose qui est donnée qui était peut-être un peu plus clinique, c'est qu'ils vont comprendre des phrases courtes et complexes, mais pas des phrases longues et simples. Et à relier à ça un processus du traitement de l'information. Comme la boucle de traitement de l'information est beaucoup plus lente, si on fait une très, très longue phrase, on surcharge la boucle et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne rentre plus. Alors, si c'est très, très simple, même si c'est très, très simple, si vous parlez longtemps, ils vont avoir tendance à moins engranger l'information. Alors que si c'est des phrases courtes, mais même si elles sont complexes, ça va être beaucoup plus facile. Donc, il y avait cette petite notion-là qui était intéressante. Oups, j'ai-tu? Non, c'est ça, le travail, parce que j'abordais le travail aussi. Excusez. Après 18 ans, donc dans le fond, il y a 30 qui n'ont jamais travaillé. Il y a 10 qui travaillaient présentement, malgré qu'ils étaient tous passés 18 ans, qui n'étaient plus à l'école. 30 ont travaillé dans un environnement adapté et c'est là que ça fonctionnait. C'est quand ils n'ont plus accès à ça ne fonctionne pas chez tous, l'environnement adapté, mais c'est vraiment là et il y a souvent peu de motivation à trouver un travail. Alors maintenant, j'inviterai Aline à venir nous parler un petit peu de l'expérience et on va reprendre peut-être un petit 2 minutes et quart pour reparler de notre... Donc, si je reviens sur l'éducation, dans le fond, si le diagnostic de l'enfant est fait pendant qu'il est encore scolarisé, bien, c'est vraiment important d'évaluer tous les symptômes qu'il peut présenter. Est-ce qu'il y a des difficultés motrices? Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau cognitif? Pour qu'on puisse vraiment bien informer l'école, dans le fond, de qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur la réussite scolaire du jeune. Donc, ça peut être, par exemple, la myotonie au niveau des mains qui va nuire à l'écriture. Beaucoup de la fatigabilité aussi, un manque d'endurance dans les cours d'éducation physique. On dit qu'ils sont quand même actifs, mais la perte de motivation et l'endurance en éducation physique, c'est plus complexe. Donc, on va aller conseiller, dans le fond, le milieu scolaire. On va participer aussi au plan d'intervention et on va essayer d'offrir les services spécialisés là, le plus possible quand il y en a besoin. Donc, évaluation en neuropsychologie pour voir les troubles d'attention aussi, déficit de concentration. Les services aussi d'éducation spécialisée, si en milieu scolaire c'est possible, c'est très gagnant. En ergothérapie aussi pour toutes les adaptations nécessaires. Donc, c'est important pour la clinique de vraiment faire un bon enseignement sur qu'est-ce que c'est la maladie, quels sont les troubles associés au niveau de la personnalité, par exemple, qui peuvent rendre le jeune assez particulier à comprendre. Au niveau du travail, bien, comme Cynthia dit, il y a beaucoup de succès quand c'est des travails en atelier protégé. Donc, ceux qui ont eu la chance d'être admis en CRDI vont avoir des stimulations de travail à ce niveau-là, puis ils vont maintenir ce travail-là. Mais souvent, les formes infantiles ne maintiendront pas un travail régulier, le même pendant longtemps. Il y a l'évolution de la maladie, mais il y a la personnalité aussi qui fait que souvent, il faut les orienter vers un choix de carrière parce qu'ils ont des attentes aussi, des fois, qui sont un peu disproportionnées là, avec leurs conditions. Ils vont vouloir faire un travail qui est très manuel, mais à long terme, on sait très bien que ça ne sera pas possible. Donc, il faut les orienter là-dedans, il faut essayer de les conseiller. On fait souvent affaire aussi avec les organismes comme CEMO, Services externes de main-d'œuvre, qui vont, avec des organismes, des subventions gouvernementales, donner des subventions pour intégrer ces gens-là dans des emplois. Donc, maintenant, je pense qu'il me reste une acétate. Vie communautaire et loisirs, il n'y avait rien et on n'a pas trouvé non plus grand-chose dans les dossiers. Donc, et ce qu'on sait, c'est que souvent, c'est des gens qui vont être sédentaires. S'ils sont avec des services de la déficience intellectuelle, ils vont faire plusieurs activités. Sinon pas, ces services-là, ça va être plus de regarder la télé, des groupes de danse, des choses, mais très restreintes. Et c'était les seules informations qu'on avait. Et dans le fond, ce que je voulais, dans le fond, en terminant, c'est que ces observations-là supportent que l'ADM n'est pas seulement une maladie musculaire, mais aussi une maladie du cerveau. Et souvent, on dit neuromusculaire, on pense que c'est juste le musculaire, mais je pense que dans l'ADM infantile, c'est encore moins vrai. Et la capacité du sujet à contrôler son comportement ou ce qu'on appelle les fonctions mentales exécutives peut être affectée de manière très importante et ce qui est probablement la problématique majeure dans l'ADM infantile au-delà de la perte de force musculaire. Donc, nous sommes à l'heure parce qu'elle va être contente. Vous allez avoir 15 minutes de pause. Je vous remercie pour votre attention. Puis,